Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et on va donc parler de jeux de balle à Bruxelles, ce qui n'est pas quelque chose de très courant, qui n'est plus quelque chose de très courant. Donc ça fait d'autant plus plaisir d'avoir des Bruxellois, des Bruxelloises et des gens de Wallonie, de certaines régions, notamment du Namurois ou de Thoin. Alors, on va commencer. Je ne vais pas faire une conférence d'historien où je vais remonter au Moyen-Âge, au temps moderne. Je vais être très rapide. Simplement vous donner quelques clés de lecture pour comprendre ce jeu de balle au 19e et au 20e, c'est-à-dire sur 150 ans. Alors, ça c'était le stress. Ah oui, il faut que je l'allume. C'est aussi... c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, ça va aller. Alors, une passion bruxelloise, oui, une passion de la part de la population bruxelloise, une passion de ma part certainement, et certains passionnés dans la salle aussi. Alors une remise en contexte historique très rapide pour vous faire comprendre que ce jeu de balle, qu'il soit wallon, flamand, qu'il soit frison du nord de la France, picard, peu importe, il descend en droite ligne d'un jeu de paume, ce jeu de paume médiéval. Nous sommes ici un peu plus tard, nous sommes au XVIIe, et là vous avez déjà une illustration de ces deux grandes familles de jeux de paume. À l'avant-plan, un jeu de paume qui se joue par les classes privilégiées, avec un instrument destiné à ne pas s'abîmer la main, une raquette, un filet, un jeu donc de courte paume, et derrière, un jeu qui se joue sur longue distance, un jeu qui se pratique souvent à main nue, mais pas uniquement. Je mets ici pour le Larsen. Et c'est le jeu de longue paume. Et donc une différenciation, courte paume, qui va donner naissance au tennis, longue paume, qui va donner naissance à nos jeux de balle, et notamment la balle-pelote. 15, 30, 40 jeux, on compte de la même façon au tennis et au jeu de balle. Ce jeu de courte paume, le voici, avec une planche de l'encyclopédie. Courte paume, futur, tennis. Là, je résume pour les spécialistes, mais je dois aller vite, 45 minutes, et ça va être assez compliqué. Jeu de longue paume, déjà un jeu de balle qui ressemble à quelque chose que l'on connaît. Nous sommes un peu après 1600, les albums de Croÿ, nous sommes à Hénin-Beaumont, que certains connaissent aussi pour l'histoire politique française, malheureusement. Alors, Jean-Luc Petit m'a gentiment montré ce tableau en me disant « Regardez, Monsieur Goffin, un jeu de balle au Coudenberg, un jeu de longue paume, le voici. Nous sommes entre 1540 et 1548. Ce tableau est au premier étage, on pourra aller le voir. C'est un jeu où on met son bras dans un manchon et on frappe la balle. C'est très proche d'un jeu toujours pratiqué en Picardie, le ballon au poing notamment. Donc on a joué à cette longue paume au XVIe, ici, à quelques centaines de mètres. Alors, ça, c'était la petite entrée en matière historique pour resituer nos jeux de balle des centres du jeu de paume. Ensuite, je vais aller à l'époque contemporaine, faire un grand saut. Nous sommes directement vers 1880-1890. Parce que les sources dont je dispose comme historien, elles datent du dernier tiers du XIXe. Alors, quelles sont-elles, ces sources? La presse. Grâce à la numérisation, on peut dépouiller la presse, et je passe mes soirées à dépouiller la presse, notamment le soir et d'autres. Et là, on a déjà du jeu de balle. Parvis Saint-Roch, on a Alost contre Gramont. On a Laken, les bons viveurs, contre Molenbeek, les sans soucis. On a l'Espérance de Saint-Gilles contre la Fougue lakenoise. Bref, on a plein d'équipes. Nous sommes ici en 1893. On a aussi la presse illustrée, et je vois des illustrations du Parvis Saint-Gilles, de la place Van Menen et d'autres. C'est très riche. On a aussi une source qui est capitale, et là je remercie vraiment les gens de Bruxelles, donc Urban Brussels, avec des photos aériennes. C'est comme Google Maps, vous avez la possibilité de remonter dans le temps, notamment en 1953, les images sont très nettes, les années 30, c'est très bon aussi, et ça vous permet de voir avenue Ouba de Stropper, on n'est pas loin du siège de l'Union belge, un jeu de balle. J'ai pris un exemple ici, je vais prendre un autre exemple qui est édifiant pour moi, la Société des eaux, l'intercommunale des eaux bruxelloise. On est à côté de la Drève de Lorraine.
dans un quartier qui sociologiquement n'est pas tout à fait un quartier aujourd'hui de joueurs de balle peut-être, et là vous avez un magnifique jeu de balle, et il y en a même un deuxième à côté. La Drève de Lorraine étant ici. C'est remarquable de pouvoir avoir ce type de photo aérienne, en tout cas pour nous historiens et pour tous les passionnés. Vous allez sur Google, Urban Ciel, et c'est parti, beau ciel. Les sources, c'est aussi les sources des cercles d'histoire, et ils sont nombreux à Bruxelles, notamment ce cercle d'histoire de Forêt. Mon collègue Andy Simon, qui est le co-commissaire, est allé les voir. Ces gens ont généreusement prêté leur documentation. Cette photo, elle est magnifique. Aux joueurs de balle, c'est superbe. Sociologiquement, on a ce jeu qui se pratique en face d'un café, toute la convivialité, toute la cohésion sociale de ce jeu de balle au lendemain de la guerre. Les sources sont aussi des sources matérielles, et là je remercie l'équipe de la Maison du Roi. Toute l'histoire de cette expo et de cette conférence, c'est une rencontre et surtout la volonté de valoriser une superbe collection, notamment de balles d'argent. Alors les joueurs de balles savent ce que c'est une balle d'argent, on en gagne encore une à Namur à la balle du gouverneur. Ici, nous avons une collection prestigieuse, on va aller les voir tout à l'heure. Le propos de cette conférence, c'est d'essayer de vous montrer, en 45 minutes, il en reste 40, que le jeu de balle, c'est le roi des jeux. Nous sommes ici vers 1893, jeu de grosses balles, ville date, grand concours entre Bruxelles, de Hans Scooter contre Valenciennes. Ben là, je vois déjà que Valenciennes venait jouer à Bruxelles, ou contre Ath, on a déjà une très grande mobilité, permise notamment par le train. Et sur cette affiche, je vois grosse balle, je vois balle date. Moi qui suis un néophyte, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On joue à quoi en 1893? Alors, je ne suis vraiment pas bon en graphisme, j'ai un outil qui est un sous-office sans doute, et j'ai essayé de retrouver un rose qui était le même rose que ça, mais je me suis planté. C'est très beau. Voilà, c'est très beau. En 1880, on a plein de jeux de balles. Dans la presse, on parle de balles au gant, on parle de balles dures, de demi-dures, de grosses balles, qui est parfois petite et qui est parfois moyenne. C'est très très compliqué de retrouver ces jeunes. Très souvent, on parle de jeux de balles, tout simplement. Et il faut savoir de quelle discipline on parle, parce qu'il y a plusieurs disciplines, il y a plein de jeux différents. C'est une époque où le jeu de balle est encore un jeu traditionnel, avec des modalités différentes d'une région à une autre, des règles différentes. On n'a pas encore de standardisation. Mais je vois néanmoins qu'il y a deux jeux qui ont l'air de dominer la scène. La petite balle au tamis, dite aussi la balle au tamis ou la balle dure, donc retenez petite balle au tamis, une petite balle très dure, et un jeu de grosse balle, souvent qualifié de pelote, grosse balle dite pelote. Bon, ça vous avance pas vraiment. La balle au tamis, c'est ça. Alors, la balle au tamis, c'est une photo ici bien largement postérieure, tout début des années 60, nous sommes à Merble-Château, et là, vous avez ce tamis. C'est un petit trampoline. On fait rebondir la balle sur une sorte de trampoline et on livre la balle. Bon, je simplifie, mais sachez qu'on joue ce jeu de balle au tamis avec un gant très incurvé qui ressemble très fort à une chistera de pelote basque. Et on talonne la balle. C'est ce monsieur qui m'a donné cette photo, et il y a 18 ans, il voulait devenir joueur de balle professionnel. Et ses parents lui ont dit, c'est peut-être pas une carrière très stable, rentre plutôt au tribunal de Charleroi, et il a terminé comme huissier en chef. 1890, je me rends compte de plus en plus que la balle au tamis et la grosse balle dite pelote, ce sont les deux disciplines reines. Et finalement, cette grosse balle dite pelote, elle devient souvent grosse balle pelote et balle pelote. Parce que quand on réfléchit, balle, ok, pelote, ok, mais la pelote est une balle, la balle est une pelote. Donc on a un nom, une appellation qui répète balle et pelote. C'est en termes de langue un peu étonnant. Donc c'est ça, la grosse balle dite pelote, par facilité de langage, va devenir la balle pelote. 1890, c'est un moment où, notamment ici à Bruxelles, le jeu qui domine, c'est ce jeu de balle au tamis. Donc avec ce fameux tamis, cet élan. La balle pelote, elle arrive en second.
elle est juste après, cette grosse balle ou cette balle pelote. On en parle, mais en 1890, la reine des rues, des places, c'est la petite balle au tamis. Et puis en 1914, sur 20 ans, la petite balle est en train de décliner au profit de la balle pelote. Pourquoi ? Parce que la balle pelote, elle est plus spectaculaire, elle est agréable à pratiquer et à regarder. La balle au tamis, on se lasse. Pas de chasse, pas beaucoup d'échanges. Et finalement, c'est comme aujourd'hui, hein, on invente entre guillemets le paddle. Le paddle est en train, sans doute, de prendre des parts de marché du tennis. À l'époque, c'est pareil, la balle pelote supplante la balle au tamis. Très laid schéma, mais qui est néanmoins, je pense, intéressant. On a une pratique informelle fin 19e siècle. On joue quartier contre quartier, rue contre rue, café contre café. On appartient, on participe sous l'étiquette d'une partie. Je fais partie de la partie de Megank. Megank, c'est le nom du joueur ou de Hans-Kutter. On met le nom de la vedette dans le journal. C'est la partie de la vedette de Hans-Kutter ou Angenot qui joue. On n'a pas encore beaucoup de société. On parle de société, hein, pas de club. On parle de lutte, pas de match. On est avec un vocabulaire antérieur au vocabulaire anglais. Et on participe à des concours, à des tournois. Concours de grosses balles dites pelote, concours de jeux de balles, concours de balles au tamis sur le parvis Saint-Gilles. Et les enjeux, des couverts en argent, des boucles pour souliers, et de temps en temps des enjeux en espèces. C'est encore rare en 1890. L'administration communale de Schaerbeek d'Anderlecht va patronner des compétitions. Et puis, entre 1900 et 1940, et je pourrais vous expliquer les raisons, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, on va avoir un processus de fédéralisation. C'est l'arrivée d'un sport moderne qui n'en est pas encore tout à fait un. On va créer une fédération. Désormais, on peut avoir des gens de Valenciennes qui vont jouer contre des gens de Namur, des gens de Namur contre des gens d'Alost. Et donc, on veut avoir un règlement commun. Il faut qu'on joue avec les mêmes règles, avec le même terrain. Autrement, ça ne va pas aller. Ce processus de fédéralisation, c'est entre 1900, début des fédérations, 1900, 1901, 1902, et ce processus va durer jusque dans les années 40. Mon grand-père me disait, il y a 25 ans, que lui, quand il a commencé à jouer à la balle, il jouait en non fédéré, c'est-à-dire qu'on jouait à la balle en dehors de toute fédération. Donc pas d'assurance si on se croque le pied. Et donc cette pratique informelle, elle va peu à peu devenir une pratique formelle. Après-guerre, la seconde, la plupart des sociétés sont fédérées. Et on ne parle plus de partis, on parle d'équipes. Et ces équipes, elles sont sous l'égide d'une société, la société de Schaerbeek-Riga, la société de Bruxelles-Espérance, la société de Tollenbeek, peu importe, la société de Braine-le-Comte. Et on joue des championnats, division 1, division 2, comme au football tout simplement, avec des montants, des descendants. Mais pour arriver là, il y a toute une évolution que je vais taire aujourd'hui, autrement c'est 1h45. C'est passionnant parce que c'est pas si facile que ça de fédérer des joueurs de balle. Et encore aujourd'hui, fédérer des joueurs de balle, il faut se lever tôt. La Première Guerre mondiale, pour moi, à Bruxelles en tous les cas, c'est un âge d'or. On joue énormément. Alors, un historien qui est pour moi une référence, c'est le seul historien du jeu de balle, à ma connaissance, en Belgique, Julien Dezé, mort dans les années 70, a un jour écrit qu'il y avait plusieurs centaines de jeux de balle, donc des terrains, durant la Première Guerre. Alors je me suis dit, peut-être a-t-il un peu exagéré. Et puis je me rends compte qu'il n'avait sans doute pas exagéré. Mais il me faut des sources. Superbe photo, 1914. Nous sommes dans le cœur de Bruxelles, près du boulevard du Midi. Regardez les trophées de balle au tamis, société Les Joyeux Joueurs de balle. La fierté du trophée remporté. Alors, tout à l'heure, je suis allé sur place parce que j'adore me promener et j'adore comprendre, sentir l'atmosphère. J'étais au coin de la rue de Kint et la rue de la Seine pour voir ce que c'était devenu. Ça n'a pas beaucoup changé. On est derrière la place Anne-Essens. Nous sommes en 1918, le 28 juin, et on joue à la balle.
à la pelote. Scarbeck compte 93 balles au drum en 1915, un témoin qui a sans doute reçu une balle sur le nez. Voilà, 93 balles au drum à Scarbeck. Imaginez Scarbeck, 93 terrains de 72 mètres. Un autre témoin. Ce jeu de balle est véritablement le roi de la rue. Alors, j'ai beaucoup gardé ce champ lexical de roi de Rennes, nous sommes à la maison du roi, et donc j'assume pleinement ce choix. Cette carte, elle est incomplète, parce que le problème, quand on dresse une carte comme celle-là, dès qu'on l'a terminée, elle est dépassée, parce qu'avec les recherches, aujourd'hui, je suis à plus de 100 jeux de balles, ici il y en a 93, je pense. Donc, les plusieurs centaines de mon collègue Julien Dezé, je vais un jour y arriver. Sur cette carte, il y a des jeux de balles que nous pouvons, Andy Simon, mon collègue et moi, localiser exactement, grâce aux archives, grâce aux photographies, grâce à des témoignages oraux quand on en a encore, grâce à Bruxelles. C'est pas on a joué rue du Midi, non, c'est il y a un jeu de balle au début de la rue du Midi. Et ça vous permet de dresser des cartes comme celle-ci. Dans tous les quartiers, dans toutes les communes, on en parlait tout à l'heure, du nord au sud, de l'ouest en est, de quartiers dits aujourd'hui populaires, à Woluwe, à Uccle, à Watermal. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est du travail, mais c'est passionnant. Le roi de la rue, nous sommes ici au Parvis Saint-Gilles. Vous allez aujourd'hui au Parvis Saint-Gilles et vous imaginez que vous êtes sur un jeu de balle. On dit un jeu de balle, hein. Nous les joueurs de balle, on dit un jeu de balle. Ballodrome, c'est le langage moins usité. On jeu de balle en ballon. L'autre côté du parvis. Une lutte entre les carabiniers et les grenadiers. Square Ambiorix, à côté, vous avez le Square Marguerite. C'est un jeu de balle. Nous sommes en 1930 et on joue encore à la balle au tamis, à la grosse louche, comme on dit chez nous. La place Caïm, à Watermal. Les joueurs de balle sont là. Il n'y a pas encore l'évolution postérieure de la place Caïm, mais ça, on y reviendra. J'ai essayé de montrer différentes communes pour faire plaisir à tout le monde. La place Saint-Denis, et le jeu de balle a changé de sens à un moment. Je sais que certains ont joué à la balle place Saint-Denis. La petite Suisse. Certains connaissent les traiteurs, restaurants. Ben, en face, je me suis déjà garé là, un jeu de balle, bien sûr. Nous sommes en 53, c'est pas si loin. Ah, ça c'est une belle découverte. J'apprends qu'il y a un jeu de balle rue de la Tulipe à Ixelles. J'essaie de retrouver une carte postale ancienne, j'en trouve une, et qu'est-ce qu'il y a au pied des halles d'Ixelles? On pourrait faire une conférence sur les halles d'Ixelles, mais ce n'est pas le sujet du jour, des joueurs de balle. Ah, les Bruxellois sont intéressés. Hein. Alors ça, c'est aussi une belle découverte. Place d'Ailly, la caserne. Régiment des Carabiniers, 1905. On joue à la balle dans la cour. Alors, le jeu de balle, et ça je vais un jour écrire là-dessus, à l'armée était considéré par les autorités militaires comme un jeu qui développait toutes les qualités physiques. Et donc c'était le jeu numéro 1. On jouait des tournois de jeux de balle au tamis, balle-pelote, Forteresse de Liège contre Forteresse d'Anvers contre Namur. Il y avait un major dont le boulot était d'organiser les luttes de jeux de balle. Et le 28 juillet 1914, nous sommes le 28 juillet 1914, on jouait encore à la balle. Et c'était ça la priorité des régiments. 1960, le sol Bosch, j'ai retrouvé l'endroit depuis. On joue à la balle sur le campus. Lutter de Charleroi contre Jean Blou. Jean Blou contre Liège, parce qu'il y avait des Liégeois qui jouaient à la balle, et l'ULB. L'ULB a perdu en finale, on n'a pas de marquoir, on sort un tableau d'un auditoire de physique. Ah, ça c'est quand même la trouvaille aussi. La prison de Saint-Gilles,
le jeu de balle de la prison de Saint-Gilles. Nous sommes en 1953. Saint-Gilles, on jouait partout, notamment à la prison. Alors, les joueurs de balle, qui sont-ils? Fédéralisation, 1940, et une professionnalisation entre 1890 et 1900. En 1860, 70, on représente sa localité, on remporte une balle d'argent, tout ça est très honorifique. Jusqu'au moment où c'est une question d'offre et de demande. On a une demande pour des luttes de qualité. On veut voir jouer les bons joueurs le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. On peut jouer 27 fois sur un mois. Forcément, on devient professionnel. Et les joueurs de balle, dans les années 1890, c'est plus tellement gagner une balle symbolique ou des couverts en argent. Ok, c'est beau, mais moi je dois vivre à la fin du mois. Donc je dois avoir une enveloppe. Et on devient joueur de balle professionnel. Le paroxysme, c'est les années 30, avec une ligue semblable à la NBA aujourd'hui. Vous savez, une franchise où on n'a pas de descendants. On a 15 équipes, et l'année d'après, on aura encore 15 équipes. Et finalement, ces joueurs, une fois on joue à Scarbeck, une fois on va aller jouer à Braine-le-Comte, peu importe, on a une caste de joueurs professionnels, et c'est l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Des joueurs qui gagnent très bien leur vie, qui sont idolâtrés, que l'on connaît, qu'on reconnaît parce qu'on les voit dans la presse. Un Bruxellois, Posseniers, Jeff Posseniers, qui a joué à Soigny en 1932, peu importe, cette photo elle est magnifique, mais ce joueur, c'est son métier. Je peux vous en citer beaucoup d'autres, mais ça ne va pas vous passionner, mais Gus van den Broek et tous ces grands noms du jeu de balle à Bruxelles, ce sont des stars. À côté de ça, vous avez des joueurs de balle très modestes, dans le quartier du Bemt, des Trois-Ponts, nous sommes à Forêt, 1912, années 50, des joueurs amateurs. On joue pour, symboliquement, un verre de bière après la lutte, pour un jambon, pour une langue de bœuf, pour... Mon grand-père, il gagnait des sorets. On livrait au-dessus, on avait un soret, peu importe, on joue pour le plaisir. Rue Pierre de Coster, j'ai aussi retrouvé l'endroit à Forêt, très très belle photo. Regardez les chasses, les petits gamins. Alors ça c'est marrant, sociologiquement, années 30. Alors nous sommes ici face à l'équipe de l'imprimerie du journal Le Soir. Ce n'est pas l'équipe du soir, c'est l'équipe de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe aussi à la comptabilité par exemple. Un tournoi inter-soir. Vous imaginez le succès. Aujourd'hui, il n'y a plus une ligue de jeux de balle au journal Le Soir. Donc ça, c'est... On jouait l'hôtel Métropole contre le théâtre de la Monnaie. Les tramways, il y avait une équipe Est-Bruxelles contre Ouest-Bruxelles. On jouait dans des championnats corporatifs, travaillistes, on jouait tout le temps. Donc, le joueur de balle, c'est l'élite et c'est aussi le joueur amateur. Le jeu de balle, c'est le roi des jeux et c'est le jeu des rois. Facile, comme... Léopold II, en grande conversation avec des joueurs de Carnières-Morlanway. Un jour, il parle à un joueur de d'Amsureur. Et vous, monsieur Colomval, que faites-vous dans la vie, à part jouer à la balle? En hiver, je suis en prison, je fais ma prison. Ah bon? Oui, je braconne, sire. Anecdote de l'arrière-petit-fils, voilà. Albert est un grand amateur. Il allait au Parvis Saint-Gilles, il allait au boulevard de l'Abattoir, il allait au Sablon, à la balle au tamis. C'était un de ses passe-temps, en tout cas pas privilégié, mais il avait du plaisir, en tout cas sur les photos, il pose des questions, il a une présence et il remet des trophées régulièrement au championnat militaire et au championnat de balle au tamis, plus que la balle pelote. La grande discipline encore avant 14, c'est la balle au tamis. J'adore cette photo. Le petit prince reçoit, juste avant la guerre, un gant de balle au tamis. Et puis, renversement, c'est lui qui accueille ce petit gamin avec un tamis, avec un gant. Le roi, Baudouin, jusqu'au tout début des années 60, est en personne au Sablon, avec deux gardes du corps, un à gauche et un à droite, avec un gant,
Comme ça, si jamais une balle vient vers le roi, on peut l'intercepter. Il a appris à jouer à la balle avec un professeur à Laeken. Où joue-t-on à la balle? Plus de 100 ballodromes, certainement. C'est un peu spécial avec la musique en même temps. Le roi des ballodromes, alors j'emploie ici ballodrome, je ne devrais pas. Le roi des jeux de balle, c'est le Sablon. En tout cas, c'est un des ballodromes les plus fréquentés. Superbe photo de balle au tamis de 1890. Donc on vient de lancer la balle, de la faire rebondir sur le tamis, et le joueur livre vers le dessus. Il y a encore les maisons, jusqu'en 48. Déclivité, il faut jouer, c'est pas facile de jouer sur le sablon. Années 30, regardez la foule, on monte jusqu'à des 5000 personnes. Ça, c'est une belle photo. Gosselies, Châtelineau. Là, il y a déjà de l'asphalte. Pour les amateurs, le jeu est toujours tracé. Et on livre là-dessus avec la tribune officielle, tribune d'honneur au tamis. Et on vient de loin pour jouer à la balle. Et on se pousse, et on réserve ses places, et on se bouscule, et on resquille. On désigne le jeu de balle sous l'appellation, grâce à un auteur un peu oublié, mais néanmoins très important pour certains d'entre nous, c'est Maurice Desombiaux qui a écrit un roman sur le jeu de balle et qui a parlé de Petite Reine Blanche. C'est l'héroïne de son roman et c'est resté. Donc le jeu de balle, c'est la Petite Reine Blanche. Cette Petite Reine Blanche, c'est la balle au tamis, mais peu importe, elle est très populaire. Notamment, une illustration, Quick et Flip, on a 2 planches sur le jeu de balle. Évidemment, ça se termine mal. Enfin, vous le savez, les garnements bruxellois vont frapper une balle dans une vitrine et problème. Celui-là, vous le connaissez, 1947, il reçoit son uniforme, son costume de joueur de balle. C'est la société de la pelote du Sablon, parce qu'on jouait aussi à la balle pelote et pas simplement à la balle au tamis. Au Sablon, nous sommes en 1933, les places sont chères, on a mis des bâches, officiellement pour protéger la circulation. On doit faire rentrer de l'argent, bien sûr, et regardez tous ces resquilleurs. Belle photo, et là, il y a un cantonnier qui est là et qui se dit, ben voilà, c'est comme ça. On veut grappiller quelques moments de la finale du soir au Sablon en 1933. Je sais qu'il jouait en finale en 1933. Ceux-là, vous allez les voir tout à l'heure. Cartier-Bresson arrive à Bruxelles en 1932, il passe par le Sablon, et qu'est-ce qu'il voit derrière ces bâches? Les gens de la Fondation Cartier-Bresson à Paris ne le savent pas et font des grands discours sur cette photo. Derrière ces bâches, on joue à la balle. Et l'instant décisif si cher à Cartier-Bresson, c'est le moment où celui-ci est en train de comprendre qu'il y a une présence dans son dos. Il se retourne et c'est là que Cartier-Bresson déclenche. C'est une superbe photo, c'est une des photos les plus connues, d'un des photographes les plus connus au monde. C'est du jeu de balle. Le jeu de balle a inspiré les artistes. Un artiste que j'aime beaucoup, Henri Quitelier, c'est le Parvis Saint-Pierre à Uccle. Petite pochade, très très légère, un tout petit tableau que j'ai la chance d'avoir dans ma cuisine. Voilà. Superbe affiche que j'ai découverte il y a quelques jours, quelques semaines. Wilshire, grand affichiste belge. Nous sommes en 1935. C'est la Société Royale, la pelote du Sablon, elle-même qui a donné l'uniforme à Manneken-Pis. Le Square Riga par Henri-Victor Stielemans. Le tableau, on va le voir ensemble. Nous sommes autour de 1935, date à laquelle Stielemans vient d'acheter une maison au Square Riga et probablement qu'il peint de sa fenêtre en plongée cette superbe lutte. Regardez, vous verrez, il y a des enfants, il y a le marchand de glace, il y a 2 chiens, il y a des militaires. On vient voir l'équipe du Square Riga, superbe équipe, le drapeau de Schaerbeek est là. Des scènes comme ça, il y en a des dizaines.
un dimanche ou un samedi à Bruxelles avant-guerre. Très beau tableau, certain réalisme magique, hein, une ambiance que j'aime beaucoup. Ça ressemble très fort à l'ambiance de la place du jeu de balle, sans certitude aucune. André Poffet, un peintre bruxellois, avec ce très beau tableau non daté. Alors ici, vous avez une référence à un grand artiste, Horn. Et là, je tiens à saluer quelqu'un dans la salle qui est le petit-fils de Horn, voilà, et qui m'a fait connaître aussi, en tout cas, l'œuvre et la carrière de ce grand caricaturiste, et pas uniquement, qui illustrait pendant des décennies les pages du soir, le week-end sportif de Horn. Et dans ce week-end sportif, en 1949, le sport que l'on met en évidence, c'est le jeu de balle, et puis à côté, un peu d'automobilisme, un peu de football, un peu de cyclisme, mais ça, ce sont des sports secondaires, bien sûr. Beaucoup d'humour, un talent pour représenter chaque joueur, on les reconnaît. José Ferraille, que j'ai connu, José Ferraille, voilà, forcément, il y a du métal. Le Turco Van Leuven en turco. Norbert Le Troy, un grand joueur. On reconnaît, on voit la photo. Ceux qui ont connu les joueurs et qui le voient là se disent, oui. Superbe illustration, nous sommes en 69. Souvenez-vous de Cartier-Bresson, les resquilleurs, l'ambiance du Sablon, l'ambiance enfiévrée, on en parlait des semaines à l'avance. Les Bruxellois, les Wallons, les Flamands allaient voir jouer à la balle pour la semaine ballante jusqu'en 1972. Cette petite reine blanche, elle est concurrencée. Déjà dans les années 30, le football s'implante, c'est bien implanté. Et ce qui est arrivé avec la balle-pelote par rapport à la balle au tamis, va arriver entre la balle-pelote et le football. On préfère jouer au football, c'est spectaculaire, c'est rapide. On joue en France, on joue contre l'Italie, à l'Angleterre. On parle de offside, on parle de keep, on francise ou wallonise les termes anglais. Et la concurrence, voilà, un bel exemple, Henri Meert, gardien du Sporting à Anderlecht, gardien de l'équipe nationale, 8 fois champion de Belgique à Anderlecht, très grand joueur de balle, avec Brenne notamment. Et on lui demandait, mais quel est le sport que vous préfériez? Il n'a jamais dit si c'était la balle-pelote ou le football. On pourrait parler de tous les joueurs de balle, mais on ne va pas le faire. La petite reine blanche, la reine blanche, elle est chassée par les autos, et là on a un journaliste qui est Jacques Lecoq, certains ont connu, interroge un policier à Bruxelles, le policier lui dit « Vous devez enlever votre voiture dans 2 heures. »« Ah bon, on joue à la balle ce soir ?» qui fait Jacques Lecoq tout content. « Non, maintenant c'est 2 heures, on ne peut plus se garer plus de 2 heures. Mais on ne joue pas à la balle, même monsieur, on ne joue plus à la balle depuis longtemps. » Et donc en clair, Jacques Lecoq, là, il se dit « Mais mon jeu de balle, le jeu de balle de mon enfance est chassé des places qui deviennent des parkings. » Nous sommes ici dans les années 60. Le pauvre Jacques Lecoq ferait le constat en 2025 et ça serait pour lui une deuxième mort. La voiture, le football, cette offre énorme en termes de loisirs, ces changements de société, je ne vais pas rentrer sur les causes, ça serait trop long et ça sera le sujet d'une étude très vaste, mais en tous les cas, depuis le début des années 50 jusqu'à aujourd'hui, ce déclin qui fait que de ce sport hégémonique, on arrive tout doucement à la fin dans les années 70 et 80. Déjà, dans l'entre-deux-guerres, on cherche la parade. La voiture, la circulation, la vie moderne font que on va installer des jeux de balle en site propre. C'est le cas au Floréal avec ce très très beau jeu de balle qui existe heureusement toujours. C'est trop petit, mais peu importe. Victor Bourgeois, grand architecte, a le projet de faire un ballodrome semi-enterré, c'est-à-dire qu'il le veut plat, au Sablon, et pour rattraper la déclivité, il fait des tribunes vers l'église. C'est un projet qui n'a jamais été installé, bien sûr, mais Victor Bourgeois s'est planché sur un projet d'urbanisme en 1933. La petite reine blanche, elle est concurrencée, elle est délaissée. Souvenez-vous de mes joueurs de balle rue de la Tulipe.
Le jeu est toujours là, en 1953. On a rasé les halles. On a construit un bâtiment. Voilà la situation, le bâtiment est là. Voilà la rue de la Tulipe aujourd'hui. Allez vous balader rue de la Tulipe et pensez aux joueurs de balle des années 20. Vous me ferez un grand plaisir. Chaussée de Mons, V-Weight. Alors il faut le savoir, hein, mais quand j'ai vu cette photo, j'ai dit un jeu de balle. Il est là. Faites-moi confiance. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble la circulation. Impensable de voir un jeu de balle encore présent dans les années 60. Mon fameux ballodrome de la Société intercommunale des eaux, qu'est-il devenu? Je le sais. Et oui, la courte paume a pris le dessus sur la longue paume. Et à côté, il y a un golf. Voilà. Je n'ai pas de photo aérienne de la prison de Saint-Gilles, si, mais elle est floutée. Donc je ne sais pas vous dire s'il y a encore un jeu de balle, mais il n'y a plus de jeu de balle. La place Saint-Denis, le jeu de balle est toujours présent. On a refait un beau jeu de balle fin des années 90. Et depuis, on n'a plus jamais, ou quasiment plus, on en reparlera, à part Taxi Orange, mais on ne joue plus à la balle. Place Saint-Denis. Photo tirée d'un très bel ouvrage de mon ami Andy Simon qui a photographié 400 ballodromes. Mon parvis Saint-Pierre, ben le voici. Le drapeau est toujours là. La place Keim, ben la place Keim, la voici avec le café Le Roi Albert, le joueur devant le café. Le café est toujours là, on vient de refaire la place, on ne jouera plus jamais place Keim. Le ballodrome du Floréal, bah, je sais que de façon épisodique, des enfants du quartier viennent frapper une balle, mais pour le reste, je pense que là aussi, ça sera difficile de réimplanter un jeu de balle. Ce ballodrome est magnifique, ça c'est l'air de livrer, hein, donc on prenait son élan ici, et la haie a conservé l'emplacement. C'est un endroit qui est superbe, hors du temps. Place Wiener, j'ai un ami qui est ici, qui a maintenant 90 ans, qui a encore joué en 1980 avec une équipe de Houdin, la Louvière, avec ce beau maillot vintage sur la place Wiener. La place Morichard. Certains ont joué, place Morichard, notamment la fameuse Coupe de Belgique. Là aussi, c'est une photo qui appartient déjà au temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître. On ne joue plus place Morichard à Saint-Gilles. On a joué encore, et là c'est un clin d'œil à quelqu'un de la salle, le Taxi Orange, le fameux tournoi, notamment place Saint-Denis, donc encore une présence. Ici nous sommes en 1989. Ça vous montre qu'on jouait encore, il y avait encore une petite présence, on avait encore quelques sociétés. J'ai encore vu jouer la Vaillance d'Anderlecht en 93-94. Et nous jouons toujours une fois par an, à l'emplacement même où l'ULB a décidé de célébrer ses diplômés. On joue un grand prix de la ville de Bruxelles en présence des 4 meilleures équipes du championnat. On se bat en tant que joueur de balle pour jouer le grand prix de la ville de Bruxelles. C'est véritablement le sommet d'une saison, c'est le sommet d'une carrière. On joue sur des pavés à l'ancienne, pas de rebond bon aléatoire, donc c'est un jeu très rapide, très spectaculaire. Voilà. 3/4 d'heure. C'est magnifique, hein, vous êtes tout à fait dans les temps. Je vais... Les questions-réponses. Questions-réponses. On ne va pas être trop long parce que je peux en parler des heures. Moi surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va descendre voir les magnifiques balles d'argent de la collection de la ville de Bruxelles, le magnifique drapeau du Sablon, la carte, le Stielemans, un magnifique horn, une balle pelote, mais pas une balle pelote, mais une balle au tamis. J'ai oublié de prendre mes balles pelote et balles au tamis qui sont toujours avec moi dans ma voiture, mais je les ai laissées à Thoin. Mais voilà, balle en pot, remplacée en 73 par d'infâmes balles en plastique. Et là, on pourrait en parler pendant des heures parce que chaque année, c'est le feuilleton
quelle balle pour quelle saison. On a eu des balles ovales, elles sont blanches, elles sont roses, elles sont oranges. Qui dit balles différentes, dit gants différents. On ne va pas rentrer dans ce débat et je vous remercie pour votre attention. J'ai été témoin de ce jeu quand j'étais vraiment petit avec mon parrain, mais je n'y comprenais pas grand-chose et je voulais savoir en quoi étaient faites ces fameuses balles pelotes. Vous parlez de la balle en peau? Oui. Peau de chèvre essentiellement. Oui. Alors dedans, on a de la corde, on a des déchets, on fait un boulot, ce qu'on appelle un boulot, et puis on va coudre 2 coutures ou 4 coutures. Donc, fabriqué à âme sur heure, fabriqué par des dames à façon, à la maison. Des grosses de balles, donc 12 x 12. C'est un métier d'appoint et il y avait tout un artisanat à âme sur heure. J'ai encore connu la dernière fabricante, qui est morte maintenant. Donc, balle en peau, de chèvre essentiellement. Et en 73, le prix de la main-d'œuvre était énorme. Et on va aller vers une balle en synthétique. Qui dit changement de balle, dit le gant, il protégeait la main, essentiellement. Et puis, d'instrument de protection, il est devenu instrument de propulsion. Plus je frappe loin, mieux je serai considéré, plus je vais négocier mon contrat en début de saison. Et donc, on va commencer à avoir un jeu de tricherie induit en grande partie par le changement de balle. Donc, les années 70, pour moi, c'est pas le meilleur moment en termes de déontologie, d'éthique du jeu, voilà. Mais donc, balle en peau remplacée par... pas la balle en plastique, la balle au tamis, que vous allez voir dans la vitrine, toute petite balle, on met du sable, on met du plomb, et cette balle-là, elle cause beaucoup d'accidents. J'ai dans mes archives des témoignages affreux. Un gamin de 12 ans en derlu, la balle arrive dans l'orbite, pouf, c'est terrible. Des joueurs de balle avec un bandeau de pirate. Donc, quand vous allez voir jouer une lutte, toujours regardez la balle. Ça, c'est une règle. On ne regarde pas son smartphone à une lutte de jeu de balle. Jamais. Monsieur O'Marol, il y a un endroit bien connu qui s'appelle Jeu de balle, mais maintenant j'ai compris que tout se déroulait au Sablon. Pouvez-vous dire quelque chose là-dessus? En réalité, j'ai beaucoup parlé du Sablon parce qu'il fallait symboliquement marquer le coup, roi des ballodromes, beaucoup d'archives sur le Sablon. Le Sablon est un des jeux de balle, on jouait place du jeu de balle. Alors, la place du jeu de balle, elle date des années 1850, et on lui donne ce nom directement parce qu'elle devait avoir pour vocation d'être un ballodrome au même titre que le Sablon. On a joué place du jeu de balle. Mais pas tellement, parce qu'il y a aussi très rapidement une activité haute qui a pris beaucoup de succès. Voilà, mais donc c'est un ballodrome, on a joué, j'ai des témoignages, encore dans les années 60-70, le jeu de balle existait encore dans les années 70, mais il n'est pas dans mon top 10 des jeux de balle privilégiés. Place Sainte-Croix, place Flagey aujourd'hui, place Fernand-Coq par exemple, Parvis Saint-Gilles, ça, la place Saint-Roch, le Parvis Saint-Roch dans ce quartier qui a été remplacé aujourd'hui par le Manhattan bruxellois, ça c'est un jeu de balle où on jouait tout le temps. La place du jeu de balle, elle est en division 2 de mes ballodromes. Voilà. Du côté de Jean Blou, j'entendais souvent parler de la balle du roi. Et la balle du roi, c'est Jean qui l'a gagnée. En quoi consiste la balle du roi? C'est la balle d'argent qui est là? Il y a plusieurs choses. Il y a eu la Coupe du Roi. Et donc, il y a 2 appellations. La balle du roi, c'est plusieurs choses. Mais notamment, il ne faut pas confondre la Coupe du Roi, si vous voulez, avec la balle royale. Tout ce que vous allez voir ici dans les vitrines. Il y a un type de balle d'argent surmontée d'une couronne. Donc ça, ce sont les balles attribuées par le roi. Au Sablon, mais dans d'autres compétitions. Donc, j'ai au moins 15 tournois où le roi octroie une balle. Et oui, un joueur. Alors, le Sablon, c'est un joueur. Le dernier à avoir frappé la balle au-dessus. On peut avoir fait une lutte où on s'est caché pendant toute la partie. On sait, j'ai 47 ans, c'est ma dernière lutte avec l'équipe de Boigné. On va tout faire pour que je frappe la dernière au-dessus. Et je vais recevoir de la main du roi la balle du roi, la balle royale.
C'est notamment ça, mais c'est autre chose. Il y a aussi une compétition, la Coupe du Roi, mais ça c'est encore autre chose. Hein. Ici, oui, voilà, c'est un joueur et il la ramène chez lui. Et dans la belle pièce, hein, vous savez ce que c'est la belle pièce en Wallonie ou en Flandre, c'est la pièce où on ne va jamais, on a encore des balles du roi, des balles royales. La dernière a été attribuée au Sablon en 64. J'ai celle de 63, trouvée sur une brocante. Mon père est à la brocante, quelqu'un le connaît, il sait que son fils s'intéresse au jeu de balle, va vite voir, il y a une balle du roi. Et le brocanteur, s'il ne la vendait pas ce jour-là, il la transformée en argent. Donc c'est ici à titre individuel. Et les photos que vous avez vues, mais je ne vais pas revenir en arrière pour ne pas embêter la personne qui va faire le montage ce soir, on a une attribution personnelle avec ce trophée que l'on pend au cou du joueur. Dans le football, on sait qu'on doit marquer des buts. Quelles sont les règles, quels sont les enjeux? Madame, je dois tenir en un quart d'heure. Il ne fallait pas poser cette question. Le principe, comme au tennis, on frappe la balle de volée ou après un bond. Et le but, il y a 2 perches là dans le fond, et il y a 2 perches ici, c'est de frapper la balle entre les perches. Si vous frappez la balle entre les perches, en livrant ou en frappant, peu importe, c'est un aise, vous avez 15, 30, 40 jeux. Jusque-là, ça va, et on peut faire des échanges, théoriquement. Sauf qu'à un certain moment, et je regarde un camarade et on a déjà beaucoup parlé de ça ensemble, à un certain moment, la balle, elle n'est plus jouable. Pourquoi? Parce que si elle roule, si elle fait plus d'un rebond, c'est-à-dire 2 ou 3, vous ne pouvez plus la frapper. Je synthétise. Vous ne pouvez que l'arrêter. Et à l'endroit où je l'arrête, je mets mon pied, l'arbitre va venir, on va mettre un repère. Une chasse. Alors, imaginons, normalement il y a 2 chasses, mais là je le fais avec une chasse, peu importe. J'ai un repère ici, un bidon de dash, traditionnellement. Ça veut dire que là, il n'y a pas de point gagné. La balle, elle est plus jouable. On va changer de côté. Les rouges qui étaient à la livrée vont à la frappe, les bleus qui étaient à la frappe vont à la livrée. Et à l'endroit où j'ai mis le pied, où j'ai mon bidon de dash, le bidon de dash, il est là, à 12 mètres du joueur. Symboliquement, il faut le savoir, cette chasse, elle matérialise un nouveau filet. On ne va pas remettre un filet à la peinture, mais je sais que là où il y a le bidon, il y a une ligne qui traverse le terrain. Et pour gagner le point, les joueurs à la livrée vont devoir envoyer la balle, faire mourir la balle au-delà de ce filet imaginaire. Et pour gagner les points, les gens qui sont à la frappe doivent aller dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on joue en 2 temps. Dans un premier temps, on fait mourir la balle le plus loin possible dans le jeu, là-bas dans le fond à 70 mètres. Donc, comme ça, quand on tourne, le joueur, il est ici et il doit au moins livrer à 70 mètres, effort considérable, pour gagner le point. Donc, dans un premier temps, je vais le plus loin possible pour enquiquiner mon adversaire. C'est très tactique, le jeu de balle. Le monsieur qui est là derrière, avec son accent liégeois, est un grand amateur de jeu de balle et nous avons des discussions animées sur la façon d'expliquer. Je dois le faire ici en quelques mots, nous devons le faire pour un dossier UNESCO en 5 lignes. Mais on ne va pas rentrer dans le détail ici parce que... Voilà, mais en tout cas c'est ça. C'est très tactique le jeu de balle. C'est très riche le jeu de balle. Et la phrase qu'on me répète depuis que je suis adolescent, parce que j'ai commencé à jouer à la balle à l'adolescence, je n'ai jamais rien compris. Je dis à la personne, on ne vous a jamais expliqué, vous allez avec un joueur de balle en 5 minutes, c'est parti. Mon grand-père a essayé de m'expliquer sur une nappe en papier. Je dis, parrain, je ne comprends pas. Viens, on va aller voir jouer à la balle. Et en 5 minutes, c'est bon. Je l'explique à des enfants dans des classes. Voilà. C'était juste par curiosité, est-ce que vous situez un jeu de balle à Saint-Josse? Parce que Saint-Josse, il y a énormément de... dans la vallée du Malbé, il y a beaucoup de rues qui descendent, il y a peu de possibilités. Il y a un jeu de balle sur la place de Saint-Josse. Là où il y a une très bonne pizzeria, là, il y a un très bon... Il y a un jeu de balle là. Et je peux me renseigner, mais il y a au moins un jeu de balle, mais il doit y en avoir d'autres. Alors j'ai un tableau Excel. Oui, Armand Steurs, il y a un jeu de balle. Oui, Armand Steurs, il y en a un. Je l'ai répertorié.
Vous voyez, tenir un quart d'heure de questions-réponses, je savais que ça allait être compliqué. La dernière. Ça marche? Et j'avais une question parce que je crois que sur le Sablon, le jeu de balle, il est tracé par des pavés. Oui. Est-ce que vous avez d'autres endroits comme ça où le jeu de balle est permanent? Ou est-ce que ça existe encore ailleurs? Place Saint-Denis, aller à Forêt. Mais vous n'avez pas une liste en Wallonie, par exemple? Mon ami Andy a fait un bouquin, Ballodrome, vendu au prix modique de 35 €. C'est une très belle édition. Je fais sa publicité, il n'a pas pu être là ce soir. Sur les 400 ballodromes, la question c'est permanent, c'est-à-dire avec de la peinture et on le voit toujours. Ça, j'en ai encore plus de 250, 300, oui. Ah oui, oui. Et ça s'efface. Dans mon village à Dave, on jouait en balle le long de la Meuse. Quand j'y retourne et que je vois que le jeu de balle, on ne le voit même plus, ça me fait mal au cœur. Les lignes sont effacées avec le temps. Oui, mais ça, c'est les lignes qu'on traçait sur la place. Voilà. Mais des jeux permanents avec des pavés, oui, par exemple à Mété, très beau jeu de balle en autobloquant. Oui, des jeux de balle de ce type, il y en a encore. Alors, on a eu des quasi-stades, notamment à Tollenbeek. Hein? Tu as joué là-bas, je pense. Donc, on a aussi eu de plus en plus des jeux de balle en site propre, des jeux de balle fermés. Et quand on est parti de la rue, quand on est parti de la place et quand on est allé s'enfermer dans des endroits loin de toute activité, loin du marché, loin des promenades, loin du café, on a perdu énormément. Mais voilà, je ne vais pas aller trop loin parce que le temps passe. Je vous remercie en tout cas, Benoît Goffin, pour cette exposé très clair. On va applaudir. Et on va donc aller découvrir ce petit espace. Je dois juste vous annoncer encore que le prochain webinaire a lieu le 18 décembre. Et c'est une professeure de l'université de Gand, Linda Van Sandvoort, qui portera sur la carrière de l'ornementaliste George Houston, qui a marqué de sa patte de nombreux bâtiments bruxellois de prestige, dont la Banque nationale et le Palais de justice. Donc rendez-vous le 18 décembre, vous pouvez toujours vous inscrire, ainsi que vous inscrire à notre newsletter des Jeudis de l'Histoire. Ah, le 11 du 12, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est bien le 11, merci. C'est un webinaire, donc ça c'est à distance, effectivement. Mais toujours mieux de s'inscrire. Voilà, on va aller au premier étage découvrir l'espace parenthèse pour voir les photos, tableaux et boules. Balle. Balle du roi. Les boules du roi, c'est autre chose. Les boules